de la particule de Dieu, le boson de Higgs. J'ignore si ça existe, de même que j'ignore comment le secteur financier fonctionne, jusque dans ses moindres ramifications. Personne ne le sait. Les banques sont parées à toute éventualité. Si une bombe atomique tombe sur Francfort, chacune d'elles a un plan B dans ses tiroirs pour savoir ce qu'elle doit faire, où chacun doit aller, qui peut rentrer chez lui. Mais pour les crises financières, il n'y a pas de plan B. Dans le rapport d'activité d'UBS, il y a un chapitre consacré aux provisions pour charges éventuelles. C'est formulé ainsi. En cas de procédure judiciaire, UBS constitue des provisions lorsque, après consultation juridique, la direction en arrive à la conclusion que l'existence d'une obligation est probable et que son montant peut être estimé de manière fiable. Ici, on a des explications sur tous ces points. Il y a une procédure sur les emprunts des communes. On a ensuite les billets à capital protégé de Lehman. Ce sont tout simplement des titres qui ont été émis par Lehman. Le groupe UBS les a vendus à des clients et maintenant il est poursuivi en justice parce qu'il n'aurait pas dû le faire. Puis, il y a des plaintes liées à la vente de Residential Mortgage-Backed Securities, c'est-à-dire d'hypothèques. Il s'agit d'un poste important. C'est ce qu'on appelle les hypothèques pourries aux États-Unis. Il y a ensuite les obligations de publicité. Puis l'affaire Bernard Madoff, un escroc condamné avec lequel UBS était sans doute impliqué. Des transactions avec la ville de Milan et le secteur public italien. Il s'agit des swaps, des contrats d'échange de taux d'intérêt avec les communes. Puis on a la HSH Nordbank de Hambourg et de Hanovre qui porte plainte contre UBS parce qu'elle a vendu des produits qu'elle n'aurait pas dû acheter. On a ensuite la Compagnie des eaux de Leipzig, Porto Rico. Là, il y a tout un chapitre sur le Libor. C'est une affaire qu'UBS vient de régler pour une somme non négligeable. Quel est le montant? À peu près. 1,5 milliard de dollars. Dans ces eaux-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces affaires ne sont jamais limitées à un seul établissement. Je serais très étonné qu'un scandale éclate dans une banque sans toucher personne d'autre. Ce serait très étrange. C'est un secteur bien trop interconnecté.
Je me souviens d'un produit. Je ne souhaite pas donner trop d'explications parce que, 1, c'est sans intérêt, et 2, c'est trop compliqué. Mais je me rappelle d'un de mes employeurs. À l'époque, toutes les banques autour de nous vantaient les mérites d'un nouveau produit. Or, avec quelques collègues qui s'y connaissaient, nous étions convaincus que c'était une ineptie totale. L'opération comportait un maximum de risques pour un minimum de profit. Ça coûtait très cher. Bref, il n'y avait que des inconvénients. On a rejoint malgré tout l'aventure, parce qu'un de nos chefs avait lu dans le journal qu'un tel était sur le coup et un tel aussi. Alors pourquoi pas nous? Ça a été la panique générale pour mettre le produit en route. Au lieu de dire « laissons faire les autres ». On s'y connaît mieux qu'eux, ce qui était vrai, et on pense que ça ne peut pas marcher. Résultat, il a fallu 4 à 5 ans pour que les affaires décollent. Je crois que le produit a été créé en 2004. Et au bout de 4, 5, 6 ans, il a explosé. Voici les deux véritables bad banks. La Gesellschaft für Wertmanagement et la Erste Abwicklungsanstalt. La Hypo Real Estate et la WestLB. Ici, on a la Restructuring Unit de la Commerzbank qui est à l'équilibre, je crois. L'Euro-Hypo existe toujours, mais ce n'est pas forcément une bad bank. La HSH Nordbank, elle, est une entreprise régionale qui est également à l'équilibre et qui a obtenu 58 milliards de crédits d'aide publique ou crédits de liquidation, comme on dit. La question est de savoir qui paye les pots cassés. Voyons voir, on peut quasiment additionner la Commerzbank et sa filiale de crédit immobilier, l'Euro-Hypo. La participation de l'État est de 25%. Pour l'Hypo Real Estate, elle est de 100%. Idem pour la Erste Abwicklungsanstalt et pour la HSH. Les seuls à en faire éventuellement les frais, en plus de l'État, ce sont les 75% d'actionnaires restants de la Commerzbank. Sinon, ce sont les contribuables qui payent. Comment expliquer ça à mes enfants? C'est comme retirer une pomme pourrie de la corbeille à fruits. La pomme pourrie est toujours là. Alors on voit si on peut la couper pour la manger ou si elle est complètement gâtée. Je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Mais les prises de décision sont ultra rapides. Dans la culture, on se bagarre pendant des années pour obtenir quelques centaines de millions. Alors que débloquer 100 ou 200 milliards en un week-end pour sauver une banque, ça ne pose pas de problème. C'est quand même fascinant. Der Druck auf Angela Merkel wächst. Griechenland braucht wohl noch mehr Geld. Wenn dieser Gipfel nichts Ordentliches gegen die Schuldenkrise zustande bringt, dann wird die ganze Eurozone herabgestuft, so die Drohung des Ratingriesen Standard & Poor's. Auf so unverblümte Weise ist Politikern von der Finanzwelt wohl noch nie die Pistole auf die Brust gesetzt worden.
En Grèce, il fallait empêcher à tout prix, une faillite de l'État. C'était la priorité. Les emprunts grecs peuvent être régis selon deux systèmes bien distincts. Le droit international, en général en anglais, ou le droit grec. La différence est la suivante. Selon la législation grecque, l'État peut décréter que sur les 10 000 € que vous avez prêtés, vous n'en récupérez que 4 000. C'est déjà arrivé. Et selon le droit anglais, les créanciers doivent se réunir en assemblée pour décider si une transaction est autorisée ou pas. Autrement dit, si je suis un fonds d'investissement et que sur un emprunt de 100 millions, j'en rachète 75 millions, je dispose d'une majorité qualifiée pour voter. Donc je peux dire aux Grecs, voilà, ou vous nous donnez l'argent, ou on vous laisse couler, et automatiquement, vous serez en faillite. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ils essaient vraiment de vous pousser à bout. Ils tentent par tous les moyens d'imposer leurs droits, jusqu'à ce que vous disiez « se trimballer une sangsue à cause de ces 20 millions de merde ». Alors vous payez, et ils ont gagné. C'est la méthode qui a été appliquée pour les emprunts grecs. Il y a eu des rachats d'emprunts selon le droit international. Il suffit de consulter une liste. Je ne sais pas combien d'argent les Grecs ont